Très heureuse de vous retrouver ce vendredi 31 juillet 2020. Les négociations pour un partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont dans l'impasse. À la fin de la période de transition dans 5 mois, c'est une phase d'incertitude politique identique au Brexit qui fait son retour. Chaque camp accuse l'autre de ne pas faire suffisamment d'efforts. Le Royaume-Uni assure vouloir un accord, mais un compromis semble encore très loin. Les frustrations de l'Union européenne sont interprétées par Londres comme une tactique d'intimidation. Un scénario sans accord entraînera des perturbations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, comme par exemple une augmentation des tarifs douaniers pour les exportations de voitures ou de produits agricoles. À cela s'ajoute une rancœur politique. Certains membres du Parti conservateur britannique soutiennent cette stratégie de l'échec afin de laisser le gouvernement libre de choisir ses propres règles et ses propres standards environnementaux, sociaux et fiscaux. Pour l'Union européenne, en particulier la France, le départ du Royaume-Uni est lourd de conséquences. Et aux États-Unis, le président américain Donald Trump a évoqué hier jeudi l'hypothèse d'un report de l'élection présidentielle en avançant sans la moindre preuve des risques de fraude liés à l'épidémie de coronavirus. Le tweet évoquant cette possibilité a été posté quelques minutes après l'annonce d'une chute historique du PIB américain au deuxième trimestre. 2020 sera l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire, a lancé le locataire de la Maison-Blanche, évoquant notamment le recours élargi du vote par correspondance pour le scrutin du 3 novembre prochain. La Constitution, quant à elle, est claire. Le président n'a pas le pouvoir de décider du report d'une élection présidentielle. Seul le Congrès peut prendre une telle initiative. Restons aux États-Unis où les 4 dirigeants des GAFA, les géants américains du numérique Google, Amazon, Facebook et Apple, ont été auditionnés mercredi dernier par la commission judiciaire de la Chambre des représentants à Washington qui enquête depuis 1 an sur d'abus de position dominante. D'emblée, le président du sous-comité sur la concurrence s'est montré sévère. Pour lui, beaucoup des pratiques utilisées par ces entreprises ont des effets économiques néfastes. Elles découragent l'entrepreneuriat, détruisent des emplois, augmentent les coûts et dégradent la qualité. En clair, elles ont trop de pouvoir. Google et Facebook accaparent l'essentiel des recettes publicitaires numériques mondiales grâce à l'exploitation des données personnelles de leurs milliards d'utilisateurs. Apple et Amazon, eux, sont accusés d'être jugés partis sur leur plateforme. Selon les experts, les GAFA profitent de leur position pour s'emparer d'autres acteurs de l'Internet au fur et à mesure de leur croissance. À tour de rôle, Sundar Pichai, Tim Cook, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos répondent aux attaques en mettant notamment en avant leur rapport à l'économie américaine. Ensemble, les GAFA valent près de 5 milliards de dollars en bourse, contribuant largement à la croissance américaine. Mais leurs entreprises a fait naître des craintes, surtout depuis le scandale des interférences étrangères pendant la dernière élection présidentielle américaine. Avant l'audition, Donald Trump avait brandi la menace de décret présidentiel pour forcer les GAFA à adopter des pratiques équitables. Les premières rafales commandées par l'Inde à la France ont été livrées. Ils se sont posés sur le sol indien mercredi dernier. L'Inde a acheté 36 avions de combat Rafale pour une somme estimée à 9,4 milliards de dollars. Paris espère que New Delhi, qui avait évoqué 57 appareils il y a 3 années de cela, poursuivra ses achats. De quoi largement renforcer la capacité de frappe et de dissuasion militaire de l'Inde engagée dans plusieurs conflits internationaux. Celui du Cachemire avec le Pakistan et plus récemment dans la région du Ladakh frontalière de la Chine. Des combats armés ont eu lieu en juin dernier sur cette zone himalayenne désertique et montagneuse, une première depuis 45 ans et ont fait une vingtaine de victimes côté indien et un nombre indéterminé côté chinois. Des milliers de troupes ont été déplacées le long de cette frontière constatée par les deux pays qui promettent aujourd'hui qu'ils recherchent l'apaisement et que des discussions de paix ont été entamées. Des manifestations anti-chinoises ont aussi eu lieu en Inde et des appels au boycott ont été lancés contre des produits chinois. Le gouvernement indien a depuis interdit une centaine d'applications chinoises au nom de la sécurité nationale. Parmi elles, par exemple, la plateforme de partage vidéo TikTok.
Et en Pologne, les premières sanctions commencent à tomber. 6 villes se sont vues refuser des subventions européennes dans le cadre d'un programme de jumelage. Il y a désormais une chance sur 3 dans le pays qu'une personne LGBT se trouve dans une zone dite libérée de l'idéologie LGBT dans son pays. En effet, une municipalité sur 3 instaure ces zones qui ouvrent la porte aux discriminations à l'encontre des personnes gays, lesbiennes, bi ou trans en plein cœur de l'Union européenne. En décembre, le Parlement européen avait condamné l'instauration de ces zones et réclamé un contrôle accru de l'utilisation des fonds européens. Les militants LGBT espèrent que l'Union européenne agira au plus vite. Les premières sanctions commenceraient-elles à faire franchir du côté des municipalités? En tout cas, les élus ne sont plus tout à fait convaincus d'avoir fait le bon choix en votant pour la résolution. Il faut dire que les propos tenus à l'égard des personnes LGBT lors de la campagne présidentielle menée par Andrzej Duda, qui a d'ailleurs été réélu mi-juillet, n'a fait qu'alimenter un climat de discrimination inquiétant. Clôturant cette édition, l'économie des pays européens durement frappée par l'épidémie de coronavirus. Le continent fait face à sa plus forte période de récession depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, par exemple, a perdu 10% de son PIB. Parmi les secteurs les plus touchés, le tourisme, car beaucoup d'Européens ont renoncé à voyager à l'étranger cette année et certains d'entre eux ont préféré investir dans un camping-car, symbole de liberté, mais surtout de sécurité grâce à l'absence de contact avec des passagers ou des clients d'hôtel. En Italie, autre pays très touristique, la fermeture des restaurants pendant plusieurs mois a touché un autre secteur, celui de la production de mozzarella. La baisse des ventes sur le marché intérieur comme extérieur s'est traduite par de lourdes pertes. Des économies dont la santé des mois à venir dépendra de la chute contre la pandémie. De nouvelles mesures radicales pourraient leur être fatales. En ce jour de célébration de la Tabaski, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Eid Moubarak à toute la communauté musulmane entière.